John Surtees dans une Ferrari au départ de la saison des Grands Prix 1964. Une année au cours de laquelle il a fallu réouvrir le livre des records. Si John avait déjà remporté 7 titres de champion du monde en moto, il était cette fois sur le point d'ajouter un titre supplémentaire à son palmarès, mais cette fois en Formule 1. Seulement 3e à Brands Hatch, mais victorieux en Allemagne et en Italie, en plus des secondes places acquises en Hollande, aux États-Unis et à Mexico, tout ceci allait faire de John le seul homme à devenir champion du monde à la fois sur 2 et 4 roues. Après avoir remonté le temps de près de 30 ans, John est de retour sur son circuit favori, Brands Hatch, et à ses premières amours, la moto. John a toujours été le champion de la cause motocycliste. Souvent, vous entendez dire de bien vilaines choses sur les motos et les motards. Mais je pense que si vous essayez de considérer les choses d'une autre manière, on peut alors tous se retrouver sur un même terrain, donner un maximum de plaisir au public et dans le même temps réunir beaucoup d'argent pour des œuvres caritatives. Je pense que c'est alors une chose fantastique et que cela aide vraiment la cause motocycliste. Et d'ailleurs, vous n'avez vu aucun problème ici. Vous avez un très large public et tout cela baigne dans une atmosphère et dans un esprit de premier ordre. Je pense qu'il y a un certain nombre de sports qui pourraient venir prendre une leçon de tenue ici. Et aujourd'hui, comme hier, John ne s'est pas fait prier pour enfiler son vieux cuir et remonter en selle, comme ici, à Aston. Venir ici avec une de vos vieilles machines, revenir dans le rythme et créer la même atmosphère que vous avez déjà connue. Peut-être pas aussi fort parce que nous n'atteignons plus les mêmes vitesses. Mais créer cette sorte de relation, ça vous procure toujours une énorme satisfaction. De temps en temps, bien sûr, vous regardez le chrono et vous essayez d'être à 100%, voire même d'être au-delà des 100% si l'occasion se présente. Mais désormais, je pense que si vous êtes là, ce n'est certainement pas pour faire un tour de circuit en touriste. Le public est venu pour entendre ce que faisaient les machines lorsqu'à l'époque elles tournaient à 100% de leurs possibilités, et aussi pour voir les différences de style et de rythme entre hier et aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de faire normalement, mais en même temps, je pense aussi un peu à moi et j'essaie de créer une relation entre la machine et moi-même. De toute évidence, John n'est pas venu ici en touriste, et son écurie non plus avec la Norton. Mais allons voir ce que les pilotes de la dernière génération ont à dire. Je suis persuadé que ce sont d'immenses pilotes. J'ai déjà couru avec John Surtees dans certaines courses historiques. Je ne connais pas son âge, mais en tout cas, il ne le fait pas. Et pour moi, c'est extraordinaire d'avoir encore ce talent. Maintenant, John pilote une MV Agusta sur laquelle il a remporté 7 titres de champion du monde. De retour à Brands Hatch, on retrouve John sur une Benelli. Brands Hatch est l'endroit où la carrière de John a réellement démarré. Un jour, un homme qui s'appelle Bill Oliver et qui était l'oncle d'un jeune garçon qui débutait en compétition, nommé quant à lui Michael O'Rourke, a téléphoné à la boutique de mon père à Sutherland Road dans Forest Hill et dit « Le circuit de Brands Hatch est ouvert aujourd'hui et on peut faire des essais libres. Je venais juste de débuter en course. Donc,
On a grimpé dans le pick-up une Triumph Tiger 70, montée avec des pneus de Grass Track. Je suis allé à Brands Hatch avec les pneus et tout, et j'ai annoncé « Voilà, je suis un pilote ». Et voilà comment j'ai pris le départ de ma première course à Brands Hatch. Et qu'en plus, j'ai réussi à prendre la tête de la course pendant un moment. Mais la seule chose qui comptait, c'est que je m'étais assis sur la moto et que j'avais fait un moment corps avec elle. La course était dans le sang de John. Son père, Jack, qui était un champion de sidecar en grass track avant la guerre, n'avait prêté attention à la course sur circuit que tardivement. En fait, John fut à ses débuts employé comme ballast dans le panier du side. John fut dès son plus jeune âge souvent entouré de gloire du circuit. A-t-il gardé en mémoire certains héros? Je partais sur les circuits avec mon père. J'ai connu... Je suppose qu'il y avait là quelques héros. Dans un certain sens, je suis tombé amoureux de la moto avec une photo. Quand nous avons été évacués après un bombardement, mon père fut rappelé sous les drapeaux, en tant que volontaire spécialisé pour aider les chauffeurs de train, ainsi que pour organiser les ateliers à Catterick. On avait reçu une bombe dans le jardin et qui avait soufflé la maison. C'était comme ça dans tout le Yorkshire. Et la chose la plus importante à mes yeux devint les magazines de moto de mon père. Et dans un magazine, il y avait une photo du Tourist Trophy de 1939 avec George Meyer à fond dans Bray Hill. Et ça, dans mon esprit, je trouvais ça magnifique. Il y avait comme une sorte de rythme sublime de l'élégance et ça rejaillissait en moi. J'ai vraiment aimé cette photo et je suppose que c'est à cause de ça que je me suis décidé à trouver une machine, à l'acheter et à venir courir ici. Bien sûr, ma première moto fut achetée à Hal Daniels. Et dans un sens, Hal était, vous savez, quelqu'un de vraiment très spécial, car il était toujours en train de distribuer des tickets, particulièrement la première fois que je suis parti dans l'île de Man. Et quand vous y repensez, faire un tour à plus de 145 de moyenne avec cette Norton, vous savez, c'était quelque chose de stupéfiant. Et je me rappelle qu'Artie Bell me fut d'une grande aide quand je suis parti au Grand Prix d'Ulster. Mon tout premier Grand Prix, je devais courir sur une Norton. Et ils étaient tous en fait très particuliers. Mais avant de courir pour la toute première fois à Brands Hatch, John avait déjà débuté à seulement 15 ans en grass track. Et après de nombreux essais infructueux, il décida qu'il était fait pour la piste, qu'il devait courir à Brands Hatch, à Silverstone, Aberdare et Boreham Wood. Je suppose que ma vie a changé avec cette petite Triumph Tiger 70, avec laquelle je me suis présenté au départ de nombreuses courses, puis avec les Vincent, sur lesquels j'ai remporté mes premiers succès. S'il y a quelque chose qui a vraiment eu de l'effet sur mon destin, c'est certainement ma première victoire. Car dans cette victoire, après avoir couru maintes et maintes fois sur ma Triumph, et être tombé maintes et maintes fois pour tant de raisons, et après avoir mis au point la Vincent, avec laquelle j'ai gagné ma seconde course, après avoir gagné, je suis soudain devenu une partie de ma moto. Parce que c'est là la chose la plus importante en course. C'est un véritable partenariat, dont vous devez évidemment rester le maître, mais il faut vraiment être en osmose avec la machine. Et soudain, à Aberdare, en descendant de la colline, j'ai compris et j'ai commencé à créer cette sorte de rythme avec la moto et toutes ces choses qui m'ont porté vers la victoire. Ce fut, vous savez, à cette époque, ma moto préférée. Parce qu'il y avait quelque chose de très spécial dans la relation que j'avais avec elle. Et ensemble, on a remporté suffisamment de succès pour obtenir une Norton de course. L'opposition en course à l'époque n'était pas des moindres avec des gens tels que Duke, McIntyre, Kavanagh, Brett, Dell et bien d'autres encore.
Mais John s'était déjà fait une certaine réputation lorsqu'en 1953, il fit son premier déplacement vers la Mecque de la course moto, l'île de Man. Tout débuta pourtant bien mal avec une chute de John sur DMC à Ballow Bridge, dans le premier tour des essais. Mais il en fallait plus pour le dissuader, et John était de retour dès l'année suivante, réalisant une honorable 11e place dans le junior et une 15e place dans le senior, le tout sur Norton, moto sur lesquelles il avait aussi roulé au Grand Prix d'Ulster, Grand Prix qu'il avait mené un temps avant de se retirer. Who says enthusiasts don't love it for the noise? La Norton, vous savez, bien que manquant de puissance et de vitesse, avait été créée pour la course. C'était vraiment une moto particulièrement agréable à piloter, à jeter à la limite des bordures. Et quand vous étiez vraiment en forme, que tout vous réussissait, vous pouviez alors piloter cette moto à 100%, voire même 101%, conduire au-delà de la limite. Ça, c'était quelque chose que vous pouviez faire avec une Norton, et vous preniez vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Tout particulièrement si en plus vous gagnez. De retour sur ses terres, John était définitivement devenu l'homme à battre. Il remporta 7 courses en un seul week-end à Brands Hatch et réalisa le doublé ici, au meeting de printemps à Woolton Park. En 1955, John pilotait ses propres machines chez lui en Grande-Bretagne, mais faisait aussi équipe avec John Hartle et Jack Retz sur les Norton de Joe Craig dans quelques grands prix. John remporta 68 courses sur les 75 dont il prit le départ. Ce fut donc sans surprise qu'il réalisa ici le doublé à Scarborough, bien que ses coéquipiers, Rett et Hartle, lui aient donné bien du fil à retordre. Nous voici maintenant en Allemagne sur le célèbre Nürburgring. John disposait d'une Norton pour la course des 350, mais pilotage germanique en 250 avec une NSU et sur BMW en 500. Après sa première place en 350, on retrouve John décontracté sur sa BMW, ainsi que Duke et Armstrong sur Gilera, allaient constituer une vive opposition durant les premiers temps de la course. Geoff Duke réalisa comme à son habitude un départ canon, et la bagarre pour les premières places fit rage tout de suite.
John attaquait fort sur sa BMW, mais un flotteur de carburateur le fit rétrograder. Le champion Duke remportait alors une victoire de plus. Duke était si régulier dans ses victoires qu'il ne faisait la une des journaux que lorsqu'il était battu. Jeff Duke was riding in the 500cc solo scratch race with John Surtees providing most of the opposition. Although he is only 21, Surtees holds every Brands Hatch solo record. He's right on form now, holding the lead all the way through. What a race and what speeds, the fastest ever seen on this circuit. Duke, who started at the back of the grid, couldn't catch young John. He has now beaten Duke 3 times running, a hat-trick which gets a warm handshake from the world champion. John remportera aussi sa première victoire en Grand Prix 250 en Ulster sur une NSU et finira 3e en 350 sur la Norton. Le temps passé chez Norton fut particulièrement agréable, bien que tout ne se soit pas exactement passé comme je l'avais envisagé. Car j'avais espéré remporter le championnat du monde avec Norton, mais avec l'annonce de l'alliance entre AMC et Norton à la fin de l'année 54, je n'ai finalement couru que quelques courses pour Norton. Je n'avais donc aucune chance de courir pour le titre de champion du monde. Même si courir avec une écurie pareille, de plus avec Joe Craig, et quelques autres de mon âge à cette époque, ce fut réellement fantastique. Fantastique, ça l'a certainement été. Mais pour la saison 1956, John courut pour les Italiens de chez MV Agusta sous la direction d'Arturo Romani. Je l'ai vu pour la première fois en 1955. Et je l'ai rencontré pour la première fois lorsque je suis allé faire des essais début 56. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Eh bien, MV est, ou plutôt était, comme la plupart des écuries italiennes. C'était une ambiance très familiale. Cela pouvait devenir agaçant, comme le sont les Italiens parfois, parce qu'ils ont un côté émotionnel qui prend parfois le dessus sur le côté rationnel et logique de la course. Et en course, vous devez être rationnel et logique. Mais ils ont par ailleurs produit de fantastiques machines. Je pense que cette période, où vous aviez la famille Gilera, avec bien entendu Moto Guzzi et Benelli et tant d'autres, doit être considérée comme l'une des plus belles périodes qui ait jamais existé en matière de course motocycliste. La semaine au Tourist Trophy de 1956 fut pour le moins mouvementée pour John. Après être tombé en panne d'essence pendant la course des 350, il heurta une vache pendant les essais du senior et dut donc utiliser sa moto de rechange pour la course. Mais il ne se formalisera pas plus que ça et pilotera cette moto pour remporter sa première victoire au TT. Quelques victoires supplémentaires en Hollande et en Belgique, et lors du Grand Prix d'Allemagne à Solitude, John semblait désormais assuré de remporter son premier titre de champion du monde. Mais les choses ne sont jamais aussi simples, et alors que John était en pleine bagarre avec Bill Lomat sur sa moto Guzzi, il glissa dans une courbe et tomba. Le titre n'était à ce moment plus dans les mains de John, mais dans celles de son ami John Hartle, qui bénéficiait ainsi de l'avantage pris en remportant le Grand Prix d'Ulster au nez et à la barbe d'un Geoff Duke terriblement désappointé. John Surtees, bien sûr, avait déjà remporté 3 courses, absolument. Il avait gagné au TT, il avait gagné en Hollande et il avait gagné en Belgique lorsque je suis tombé. Je suis donc arrivé au Grand Prix d'Ulster et j'ai mené la course devant John Hartle sur la Norton d'usine, sur le mouillé. La pluie était arrivée au beau milieu de la course. Et j'en ai trop fait à Levenstown Bridge. Et je suis tombé, alors que je menais avec 2 minutes d'avance. Il restait alors 3 courses à courir et encore une chance de l'emporter, car John était tombé pendant les essais à Solitude. John espérait être d'attaque pour le dernier Grand Prix à Monza, mais cela ne fut pas le cas. Le temps de la réflexion était donc arrivé. Franchement, quand vous êtes un vrai pilote, vous ne pensez qu'à la prochaine course. Et quand vous venez de terminer une course, vous vous demandez alors pourquoi vous n'avez pas gagné, ou alors vous êtes très heureux de l'avoir remporté grâce à vos efforts et à votre talent. Dans un sens, je suppose qu'il y a certaines dates mémorables dans une carrière. Et l'une d'elles se situe lorsque vous remportez votre première course. C'est très important, mais aussi, sans doute, lorsque vous remportez votre premier championnat.
Mais je pense que la course la plus importante n'est pas celle dont vous vous souvenez. La plus importante, c'est celle à laquelle vous pensez en dernier, c'est-à-dire la suivante. Et la course suivante se situe en 1957, avec John une fois de plus sur 2 MV d'usine, une NSU 250, plus quelques Norton pour les courses à la maison. À l'occasion du Tourist Trophy Golden Jubilee, de nombreux opposants étaient là, avec les Italiens de Gilera et de Moto Guzzi, plus l'assortiment habituel des Norton, Matchless et autres AJS. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, les pilotes les plus rapides ne partaient pas en premier. John, avec le Dossard 64, allait donc se retrouver avec du trafic devant lui. Craignant un possible fort vent dans la montagne, MV décida de ne pas monter de carénage intégral, au contraire de Gilera avec McIntyre. Longish push with this weighty machine. Surtees survola littéralement la route, mais c'est l'homme qui le précédait, McIntyre, qui devint le premier dans l'histoire à passer la moyenne des 160 km/h sur le Tour de l'île. Gilera avait pris la bonne décision. McIntyre passa donc Surtees, mais désormais c'était une affaire d'honneur pour John de reprendre la tête dans la plaine. Et les spectateurs, tout autour de ce circuit de plus de 60 km, purent alors assister à un extraordinaire spectacle d'attaque et de rugissement moteur au fur et à mesure que les deux Italiennes changeaient de position. Gate. Second à l'île de Man, une victoire en Hollande et une 4e place à Monza. Si c'était là une saison où John fut souvent tourmenté par des problèmes avec ses motos, une série de victoires sur son sol natal l'aidera à oublier tous ses désagréments. « 1958 fut une autre année riche en records, et tout démarra dans l'île de Man. Beaucoup de travail avait été réalisé pendant l'intersaison par l'écurie MV Agusta. Et John avait joué de son influence pour récupérer comme coéquipier son vieil ami John Hartle. Les autres usines italiennes s'étaient retirées de la course, et Geoff Duke et Dicky Dale se retrouvaient sur BMW, tandis que le reste de l'opposition chevauchait principalement des Norton. Surtees avait déjà gagné le junior, en dépit d'un arrêt imprévu au stand pour ôter une armée de moucherons collés sur ses lunettes. Il restait confiant pour le senior. Hartle fut le premier à partir sur MV, suivi 4 minutes plus tard par Surtees. La course s'était lancée.
John gagna, et ce premier doublé au TT n'était que le début d'une exceptionnelle saison qui le vit gagner tous les grands prix 350 et 500, et bien sûr devenir par là même double champion du monde. Son coéquipier Hartle le félicite, et pour la saison 1959, les deux John repartent à nouveau sur MV, en commençant par Silverstone. Non content de gagner la course des 350, John en profite pour battre le record du tour et semble tout à fait prêt à rééditer cet exploit dans la classe supérieure. L'opposition est pourtant fournie, avec Derek Minter et un tout jeune homme nommé Mike Elwood. Après que John ait réalisé comme d'habitude un excellent départ, le public fut soudain étonné de constater que c'était Alistair King qui menait devant Anderson, McIntyre et Elwood à la fin du premier tour. Surtees avait heurté une borne à Club Corner, dégageant ainsi la voie à ses concurrents. John Surtees était pourtant revenu sur l'île de Man pour tenter de réaliser le doublé une seconde année consécutive. Mais la course des 350 fut largement remportée par son coéquipier Hartle, en dépit des superbes efforts de McIntyre pour essayer de doubler les deux MV avec sa Norton. Le senior fut une course totalement différente, avec un terrifiant changement de météo, une course qui restera à jamais gravée dans la mémoire des pilotes. Je me rappelle par exemple de l'île de Man à la fin des années 50. Ça devait être en 58 ou en 59. Lorsque nous avons eu cette épouvantable météo, et lorsque les grêlons furent si violents dans la montagne que le carénage autour de la moto commença à virer au rouge. Et les grêlons ont créé une sorte de martèlement à déformer l'aluminium de la moto. Je ne pouvais même plus contrôler la moto, excepté avec la paume de mes mains, car avec le froid, je ne sentais même plus mes doigts. Ce genre de conditions météo, honnêtement, si vous êtes obligé de vous en souvenir, vous espérez ne plus jamais avoir à les rencontrer. D'une course en montagne à une autre, le magnifique circuit de Clermont-Ferrand en Auvergne. Dans la catégorie junior, John Surtees, numéro 1, mène dès les premiers mètres, devant une jeune star rhodésienne, Gary Hocking, lui-même devant le second pilote MV, John Hartle. Cet ordre ne changeant plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Entre les différentes courses, les gendarmes s'occupent à leur passe-temps favori, chasser les photographes. Nous voilà maintenant lors de la course des 500, où Reno Venturi a remplacé John Hartle sur la seconde MV. Une décision particulièrement mal ressentie par les deux John.
Pour une fois, Surtees n'est pas le premier à s'élancer, et c'est Hawking qui mène la danse. Mais à mi-distance de la fin du premier tour, les choses ont repris leur cours normal avec Surtees qui mène devant Hawking et Venturi. C'est un John Hartle très déçu qui regarde du bord de la piste John Surtees faire son show. Derrière, Venturi et Hawking mènent une terrible bagarre pour la seconde place. Encore plus loin derrière, une autre bagarre se déroule pour le gain de la 4e place entre la BMW de Dickie Dale et la Norton de Paddy Driver. Au dernier tour, la puissance et la fiabilité de la AMV, combinées au talent exceptionnel de Surtees, permet à ce dernier de réaliser une fois de plus le doublé 350-500. Avec des victoires en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suède, en Irlande et en Italie, John devient une seconde fois double champion du monde. L'histoire aurait certainement pu se répéter en 1960, mais en dépit de ses innombrables succès en championnat du monde, l'ambition de John et sa volonté de trouver de nouveaux défis le conduisirent à une importante décision. Eh bien, je suppose que c'est une question d'ambition personnelle. J'adorais la course d'une certaine manière, mais au début de l'année 1960, MV Agusta commença à m'empêcher de faire ce que je voulais. Je n'étais autorisé à courir que dans un nombre limité de courses comptant pour le championnat et uniquement dans celles comptant pour le championnat, alors qu'auparavant, je courais régulièrement dans des épreuves ne comptant pas pour le championnat sur certains circuits anglais comme Entry, Scarborough, Silverstone. J'ai demandé à piloter une 250, mais Oubialé a protesté avec les autres concurrents de la catégorie 250 parce que je voulais gagner en 250, en 350 et en 500 OTT. Je me suis senti vraiment frustré parce que je me suis senti obligé de refaire exactement ce que j'avais déjà fait les 4 années précédentes. Et franchement, cela ne me suffisait pas comme motivation. Donc je me suis dit, si je ne peux pas piloter comme j'ai envie, je vais faire autre chose. J'ai déjà fait de la moto. Je vais devenir un pilote de voiture. John perdit 2 roues pour en gagner aussitôt 4, mais aussi pour devenir le premier homme dans l'histoire de la course à devenir champion du monde en moto et en Formule 1. Je pense que si je regarde ma vie et surtout mon attitude dans la vie, j'ai finalement réussi la plupart des choses dans lesquelles je me suis lancé. D'autre part, je n'ai pas seulement réussi ce que j'avais entrepris dans la vie, mais en plus, j'ai pu faire ça avec des moments de pure émotion et de franche satisfaction. Je n'aurais jamais piloté une moto si je n'avais pas été assez performant pour être finalement payé pour faire ce métier. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais très vite arrêté dans les premiers moments si je n'avais pas gagné d'argent avec cette profession.
Comme nous venons de le voir, John Surtees prend toujours beaucoup de plaisir à piloter d'autres bolides que ceux issus de son incomparable collection personnelle. Il est ainsi très souvent sollicité en tant que pilote de voitures historiques de course, lors d'importants festivals tels que les meetings de Silverstone et de Goodwood. Ici, on voit John Surtees au club des véhicules historiques de compétition pendant le meeting de Donington, en train de conduire cette extraordinaire Mercedes à compresseur de la fin des années 30, et surnommée la Flèche d'Argent. John Surtees, comme vous l'avez déjà entendu, est le seul homme à avoir jamais remporté le titre de champion du monde à la fois sur 2 et 4 roues. Laissons maintenant la place au grand champion qu'est John Surtees et qui nous parle de sa carrière sur 4 roues. Par bonheur, j'ai rencontré Tony Van Der Velde, Mike Hawthorne et Reg Parnell lors de la présentation du sportif de l'année à Park Lane. Ils me dirent tous, « Viens, tu devrais essayer de courir en voiture. 4 roues, c'est plus facile que 2, ça tient debout tout seul et tu ne risques pas de chuter. » Je n'y ai pas pensé plus que ça, mais juste après la course où Mike avait trouvé la mort, et alors que j'étais vraiment dans l'expectative, j'ai reçu un appel de Reg Parnell. Ceci se passait au début des années 60. Il me dit, « Viens avec nous courir en voiture. » J'ai donc décidé d'y aller et j'ai piloté une Aston Martin DBR1, je pense. La voiture même avec laquelle Stirling Moss avait gagné au Nürburgring. J'ai donc piloté cette voiture et Reg Parnell m'a alors dit « Signe ici, c'est ton contrat. » Je lui ai répondu « Mais tu es fou, je n'ai même jamais assisté à une course de voiture. » C'était la première fois que je posais les fesses dans une voiture de course, mais je n'avais jamais assisté à une compétition automobile. Reg dit alors « Non, 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 on te veut comme pilote avec nous. » Et j'ai dit « Non, 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 je suis un pilote de moto. » Là-dessus arrive Van Der Velde et Tony me dit « Quoi? Tu as piloté cette... » Je vous laisse imaginer le torrent d'injures que Tony a employé. « Je vais te donner une vraie voiture de Grand Prix. » Et voilà comment l'aventure Van Val a commencé. Et quand il a débarrassé les voitures du voile de coton qui les recouvrait, c'était là de fabuleuses voitures, réellement. Je pense que Tony Van Der Velde est l'homme qui a vraiment occupé l'avant-scène du sport automobile britannique d'après-guerre. Il fut certainement à l'origine de la renaissance du sport automobile en Grande-Bretagne. On a donc reçu ces voitures et j'ai aligné à leur volant de nombreux tours à Goodwood. Cela donna l'idée à Ken Tyrrell de m'offrir un volant en Formule Junior afin que j'obtienne ma licence. J'ai pensé que c'était là une bonne occasion d'en apprendre encore sur le pilotage des voitures et de le faire rapidement. Je me suis donc engagé en achetant une Formule Junior et une Formule 2 chez Cooper. J'ai fait ma première course en Formule Junior. À ma seconde course, j'ai fini second. À ma deuxième course en Formule 2, j'ai aussi terminé second. Et à ma troisième course en Formule 2, j'ai encore terminé deuxième. Pour ma quatrième course, je me suis retrouvé en Formule 1 au Grand Prix d'Angleterre car Colin Chapman était venu me trouver en me disant qu'il me voulait en Formule 1. J'ai essayé la voiture à Silverstone. J'aurais dû commencer à Monaco, mais la boîte de vitesse a cassé sur la ligne de départ. J'ai donc démarré au Grand Prix d'Angleterre, où j'ai fini deuxième. Et entre tout ça, j'enfilais régulièrement ma combine en cuir pour courir en tant que pilote moto. L'année 1960 fut une année particulièrement riche en sensations. J'étais supposé rejoindre Lotus en 1961. Colin m'avait permis de choisir qui je voulais comme coéquipier, et j'ai choisi Jimmy Clark. Mais il y eut alors une sorte de gros problème politique au sujet d'Innes Island, qui était à l'époque le pilote numéro 1 de l'écurie Lotus. Je fus rapidement dégoûté de toutes ces manœuvres politiques alors que j'arrivais à peine en compétition automobile. J'ai donc décidé de me laver les mains de tout ça et de signer pour l'écurie Yeoman Credit avec Reg Parnell. En un sens, je pense que je me suis en quelque sorte réfugié là où je croyais pouvoir trouver un peu de soutien. Je croyais aussi que l'on obtiendrait des voitures d'usine.
On était en quelque sorte une deuxième écurie. Mais quand on a reçu les voitures, pour tout un tas de raisons, nous n'étions plus la seconde écurie et on a fini avec des voitures compétition client. Pour cette raison, j'ai alors suggéré que l'on développe une voiture d'essai pour essayer de faire mieux et arriver à être aussi compétitif que les écuries d'usine. Et c'est ce que nous avons fait. Cela n'a pas été un franc succès, pour être sincère. On a fait beaucoup d'erreurs, mais ces choses demandent toujours beaucoup de temps. L'année suivante, on a mis en chantier la première Lola avec Eric Broadley. En fait, c'est Eric Broadley qui a fait la voiture et Yeoman Credit qui a ainsi introduit la Lola en Grand Prix. Une fois de plus, tout ça s'est fait très rapidement, mais on manquait cruellement d'argent. De plus, ça s'est fait dès la première année. Mais on a fait peur à un paquet d'écuries de pointe. Parce que lorsque l'on a été au point, on fut largement plus que compétitif en course. On a été tout près de remporter le Grand Prix d'Allemagne, et dans un bon nombre d'autres courses, nous avons été réellement menaçants pour tout le monde. Mais on a eu aussi notre lot de petits problèmes et qui commençaient rapidement à miner l'écurie. Mettre tout en œuvre dans un laps de temps si court, en réalité en seulement 2 saisons, c'était beaucoup trop demandé. Ce fut une erreur de ma part de m'engager dans une écurie naissante. J'aurais dû probablement m'asseoir sur ma fierté et rester avec Colin. Parce qu'ainsi, j'aurais certainement bénéficié des machines les plus compétitives. Je fus très près de remporter 2 grands prix en 2 ou 3 sorties. Et tout ça dès la première année. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et qui sait, les voitures de Colin auraient très bien pu ne pas marcher. Et je ne serais sans doute pas là aujourd'hui pour en parler. À la fin de l'année 1962, on a commencé à avoir des doutes sur les capacités financières de l'écurie Lola, avec laquelle on avait démarré. Impossible de savoir si le patron de Yeoman Credit désirait continuer ou non. J'étais donc à la recherche de quelque chose pour continuer à courir sur 4 roues. Ferrari avait déjà la réputation de construire des voitures particulièrement solides. Et j'étais très intéressé par le fait d'essayer pour la première fois une voiture de sport, parce que je n'avais jamais auparavant piloté ce genre de voiture. Ferrari me demanda donc de les rejoindre. Je quittais mon écurie et nous avons virtuellement démarré une nouvelle écurie avec Ferrari. Forghieri était déjà là depuis un moment, mais n'avait pas de réelle position établie à l'intérieur du team, parce que c'était l'écurie Chitty & Company qui avait réalisé la meilleure saison en Formule 1,5 litres. Je partis donc chez Ferrari pour courir en voiture de sport et aussi pour développer une nouvelle Formule 1, laquelle s'était révélée terriblement non compétitive la saison précédente. C'était une équipe entièrement nouvelle, à part des gens comme Salvani ou Rocci, qui étaient les vrais ingénieurs avant tous les autres, et qui, depuis 10 ans, avaient réalisé pour Ferrari d'extraordinaires moteurs. Nous avons progressivement mis au point la Formule 1 équipée du V6 et la voiture de sport motorisée, elle, par le V12. On est parti en compétition et on a remporté nos premières courses d'endurance à Sebring et aux 1000 km du Nürburgring. La Formule 1, de son côté, marchait elle aussi très bien. On était certes encore en deçà des performances des moteurs Climax, mais on travaillait dur. J'ai ainsi remporté mon premier Grand Prix cette même année au Nürburgring grâce à l'extrême solidité et fiabilité de ma voiture. Car sur l'ancien circuit du Nürburgring, cela permettait de combler le handicap sur la performance pure. Je gagnais donc et rééditais ma victoire la saison suivante. Mais Ferrari, en ce temps-là, était déjà son propre ennemi, parce que c'était une firme très politique. On hésitait sans cesse entre le programme d'endurance et le programme de Formule 1. On n'arrivait jamais à avoir une année pleine où tous les efforts se portaient sur l'une ou l'autre des catégories.
La Formule 1 devait s'arrêter en septembre après avoir débuté en juin. Et mis à part quelques petits travaux, tous les efforts devaient alors se reporter sur les voitures de sport, car il y avait Le Mans à gagner. Voilà ce qu'il en était. Je ne sus que plus tard que j'étais devenu impopulaire, parce que j'avais dit que Ferrari ferait mieux d'arrêter le programme des voitures de sport. Même si j'adorais piloter ces voitures de sport, il était impossible de mener de front en même temps le programme de Formule 1 correctement. Ferrari ne le pouvait pas. Mais j'ai passé une excellente année tout de même. Ce fut une année très très heureuse. J'étais de retour en Italie, j'ai beaucoup apprécié de travailler chez Ferrari. Avant même de penser à ce que vous allez faire une fois arrivé, vous êtes déjà virtuellement dans le livre des records. Mais il n'y a pas de raison. On avait le bon matériel et la force de l'écurie Ferrari. Il n'y avait aucune raison pour laquelle Ferrari n'empoche pas les titres de champion du monde en 64, 65, 66 et bien sûr en 67. On avait en main tous les ingrédients et on a collé une réelle correction à tout le monde. Mais de fait, la véritable nature de Ferrari et de ses démons, comme le Commendator qui se mêlait de tout, et le caractère en général de la firme italienne, faisait que vous passiez plus de temps à vous battre contre les oppositions internes qu'à vous battre sur la piste. En 64, oui, on a eu le 6 cylindres. On a eu le 8 cylindres, qui est exposé dans cette pièce. Et on a eu le 12 cylindres. Tous ces moteurs pour la Formule 1 de 1,5 litre. Aucun, mis à part le 12 cylindres, ne sortait autant de puissance que le Coventry Climax. Les gens parlaient depuis des années déjà de la puissance des moteurs Ferrari. Mais je me souviens surtout que lorsque je me trouvais chez Ferrari, en fait, les voitures étaient très maniables et pouvaient être pilotées à la limite, le tout en même temps. Mais la chose la plus importante, à part à 2 reprises, c'est que l'on manquait de puissance. Et ça, certains journalistes ne l'ont jamais compris. Et les caractéristiques des moteurs faisaient que lorsque l'on avait la puissance, c'était toujours tout en haut de la courbe de puissance. Et la saison 64 a démarré de manière tout à fait typique, avec bien sûr aucun travail de réalisé auparavant. Et ce 8 cylindres présent ici, en plus de ne pas produire la puissance nécessaire, connaissait de surcroît tout un tas de problèmes. Ce n'est qu'après Le Mans qu'il commença à marcher. Je fus donc capable de gagner à nouveau au Nürburgring et de gagner aussi à Monza. Je menais en Autriche et j'aurais dû aussi gagner, mais la suspension avant a cassé. Voilà les rares places qu'on a réussi à obtenir avec ce moteur au championnat jusqu'à cette fameuse course de Mexico. Au départ de la course, j'avais le choix entre le 8 et le 12 cylindres. Le 12 cylindres était incomparablement plus puissant que le 8 cylindres en certaines occasions. Mais on avait avec lui 2 problèmes majeurs, la consommation de carburant et la consommation d'huile. La consommation de carburant n'était pas un problème à Mexico, parce que c'est une course en altitude et que l'on pouvait alors jouer sur la carburation. Ce n'était donc pas un problème, mais pour des raisons de sécurité, j'ai dû employer le 8 cylindres. On a commencé la course avec d'entrée des ratés moteurs, dû en partie au réglage spécifique de la carburation
que l'on avait essayé d'optimiser au maximum, voire un peu trop, pour la puissance. Pendant un certain nombre de tours, le moteur n'a pas marché. Et à ce stade de la course, Clark, Gurney, Bandini et Graham, je pense, étaient déjà devant. J'ai ensuite rattrapé Bandini et Graham. Ils étaient en pleine bagarre. À ce que j'ai pu voir, ces deux-là essayaient de se passer à chaque instant. Et le seul endroit où passer, c'était les bordures de l'épingle à cheveux. Je pense honnêtement que Graham a commis une erreur en laissant la porte ouverte et en essayant de la refermer trop tard. Voilà ce qui s'est passé. C'était une erreur tout à fait naturelle si l'on considère que soudain, il a vu arriver cette autre voiture, en fait ma voiture. J'étais le seul contre lequel il pouvait se battre. Il ne pouvait pas lutter contre Bandini. C'est vraiment malheureux parce que franchement, je pouvais le passer, ce qui aurait fait taire toutes ces choses qui ont été dites. Tout ce qui a été dit sur cet accident n'ôtera rien au fait que John Surtees a remporté le championnat grâce aux incessantes bagarres entre Graham et Bandini. Mais ça n'enlève rien au mérite de Surtees, qui a réussi à empocher le titre malgré une politique de Ferrari dans les stands pour le moins confuse. Ils avaient la technologie, ils avaient l'argent, et avec John Surtees, un pilote capable de les emmener vers de nombreux autres succès. On aurait dû courir pour le titre. On aurait dû courir pour le titre de champion du monde. Mais on avait une voiture qui n'a eu qu'une seule occasion de montrer son véritable potentiel. C'était au Grand Prix d'Italie, en 1965, lorsque nous avons enfin bénéficié du 12 cylindres à plat dans sa forme définitive. On est parti devant tout de suite, et le moteur a très bien marché pendant les quelques tours que nous avons pu faire avant que l'embrayage ne lâche. J'étais alors capable de tenir tête aux autres concurrents. Mais la politique a, une fois de plus, refait son apparition. Et durant l'hiver, Ferrari a essayé de vendre le projet avec plein d'autres choses. Peut-être parce que Ferrari avait un marché avec Fiat et qu'il était alors impossible de porter toute son attention sur le 12 cylindres, alors que c'était le 6 cylindres qui avait été vendu à Fiat. Ajoutez cela à tous les autres problèmes déjà présents et vous vous retrouvez avec 3 programmes en route, avec du travail sur le 8 cylindres, du travail sur le 12 cylindres et du travail sur les voitures de sport pour Le Mans. Et avec tout le monde qui essaie de faire gagner de son côté son propre programme, l'un la Formule 1 et l'autre les prototypes. C'est peut-être aussi parce que Ferrari essayait de jongler avec les 3 catégories afin de garder des finances saines. Peut-être même que je suis injuste, mais très certainement, vouloir gagner tout à la fois n'était certainement pas un bon programme. Pendant ce temps, l'écurie Lola d'Eric Broadley n'était pas restée inactive après le départ de John Surtees. La Lola T70, voiture pour laquelle John avait participé au développement, était la descendante directe de la Lola GT achetée par Ford, après l'échec des négociations de ce dernier avec Ferrari. Mais John courait désormais contre eux. Absolument, et bien entendu, ils allaient même devenir la principale opposition quand les Ford commencèrent à prendre le dessus sur les Ferrari. Je me suis donc partiellement investi de nouveau avec Eric, parce que je pensais que Ferrari courait à l'échec. Cela peut sembler étrange de ma part, mais l'ambiance qui régnait chez Ferrari alors ressemblait à une sorte de petit royaume féodal. En effet, à cette époque, il n'y avait qu'un seul constructeur en course en Italie, et c'était Ferrari. Si vous regardiez en Angleterre, vous aviez Brabham, et vous aviez Cooper et McLaren. Vous aviez toutes ces écuries qui travaillaient ensemble et les enseignements passaient librement de là à là. Et les essais réalisés par l'un profitaient à l'autre et ainsi, comme un effet d'échelle, chacun poussait l'autre vers le haut dans la recherche et le développement.
Et pendant ce temps, Ferrari faisait du surplace avec un peu de travail sur les prototypes et un peu de travail sur la Formule 1. Je pensais, on va manquer notre but. J'ai donc demandé à Ferrari si je pouvais les quitter pour aller courir en prototype. Ils m'ont d'abord répondu « Essaie une des nôtres et vois si elle peut devenir compétitive ». Ils m'ont donc donné un prototype avec un certain nombre de pièces et me voilà parti pour les États-Unis. Mais à part sous la pluie, où je pouvais espérer encore les voir un peu, les énormes bolides américains comme les Chaparral et d'autres me laissaient littéralement sur place. Je n'étais absolument pas compétitif, ni en matière de poids, ni en matière de puissance. La voiture était trop lourde et pas assez puissante. Ils ont donc dit « Ok, pilote la Lola ». J'ai donc commencé à travailler sur la Lola T70 avec Eric, et on a accumulé de nombreux succès ici en Grande-Bretagne. On a aussi gagné le premier championnat Can-Am. C'était à la fin de l'année 65, où l'on aurait dû encore remporter le titre en Formule 1. Si l'on avait juste mis les moyens nécessaires, moyens dont disposait l'usine. Mais j'ai eu aussi cette année-là mon plus terrible accident. Lorsqu'à Mosport, Jackie Stewart, qui pilotait lui aussi une Lola T70, m'est littéralement passé dessus. Il venait de perdre une roue. On a dit plus tard que les stands avaient commis une erreur et monté une pièce défectueuse dans la suspension. Il a donc perdu une roue, je ne me rappelle plus laquelle, et il est sorti de la piste, a fait un certain nombre de tonneaux avant de finir sur ma voiture. J'ai été assez sérieusement blessé. Je me suis réveillé un peu plus tard à l'hôpital. Je n'ai plus jamais piloté la 12 cylindres d'1,5 litre, alors qu'elle avait été si compétitive à Monza. Je n'ai pas pu être présent au Grand Prix d'Amérique, ni au Grand Prix du Mexique en 1965. Je ne fus de retour à l'usine que bien plus tard, après que l'hôpital Saint-Thomas ait décidé que je pouvais enfin sortir. Mais entre-temps, j'avais déjà passé pas mal de temps à l'hôpital de Toronto, d'où je sortis avec une jambe plus courte que l'autre. Ferrari m'avait d'ailleurs téléphoné à l'hôpital pour me demander quelle était la jambe plus courte que l'autre. Je leur ai dit que c'était la gauche, ce à quoi ils m'ont répondu que ce n'était pas si grave, ils me feraient une boîte automatique s'il y avait des problèmes. Telle était leur attitude. Ils ont en fait apporté une espèce de grue avec laquelle ils pouvaient me monter et me descendre de la voiture. Mais quand je suis arrivé pour le début des essais de la nouvelle 3 litres, ce fut une terrible désillusion pour moi. J'ai tout de suite pensé que c'était là exactement la voiture qu'il fallait en 3 litres si on voulait perdre. Malheureusement, des restrictions de budget les avaient obligés à certains compromis et ils étaient partis de la base d'un moteur de voiture de sport. Ils avaient tout simplement pris le moteur qui avait été développé pour Le Mans et en avaient tiré une version à course courte pour la Formule 1. On avait donc là un moteur qui développait environ 280 chevaux et je savais très bien que Brabham avait un moteur comme le Repco capable de nous distancer dès les premières courses. Mais quand j'ai commencé les essais pendant ma convalescence, en pilotant la 2,4 litres, parce que pendant l'hiver 1965, je devais me rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande pour y courir en Tasman Series. On a donc installé le V6 de 2,4 litres sur un châssis de Formule 1. Et cela a donné une excellente voiture. Elle s'est même révélée à Modena plus rapide de 2 secondes au tour que la nouvelle 3 litres.
Quoi qu'il en soit, il a fallu que je pilote la 3 litres, bien que d'autres voitures soient plus performantes sur certains circuits. Mais le directeur de l'écurie, M. Dragoni, a refusé que je les utilise. Je lui ai alors demandé si l'on était là pour faire autre chose que gagner des courses. Ce à quoi il m'a répondu que Ferrari fabriquait des 12 cylindres et que je devais donc piloter des 12 cylindres. En fait, ils avaient décidé d'un commun accord d'une nouvelle tactique. Ils avaient en quelque sorte promis à la Fédération italienne de sport automobile, et vraisemblablement aussi à M. Agnelli, qu'ils pouvaient créer une grande écurie italienne qui gagnerait avec des pilotes italiens sur des voitures italiennes. Ils ont donc commencé à insinuer que ma condition physique influait négativement sur mon pilotage. Ils ont été bien évidemment très embêtés lorsque je suis arrivé en courant et que j'ai sauté à l'intérieur de ma voiture de sport, pour la première fois le prototype, alors qu'il faisait un temps épouvantable, et que j'en ai profité pour gagner les 1000 km de Monza et de même à Syracuse. Mais ils furent aussi rassurés lorsque Jack a réussi à me battre à Silverstone. Ils ne firent pas pour autant marche arrière et affirmèrent que ça ne changeait rien, en dépit du fait que la voiture manquait terriblement de puissance. Ils furent une fois de plus désappointés lorsque j'ai remporté le Grand Prix de Belgique. Cela faisait désordre, mais ils en étaient une fois de plus pour leurs frais. Quoi qu'il en soit, après tout ça, et aussi à cause des problèmes rencontrés à Monaco, j'ai eu un entretien avec M. Ferrari. Je lui ai dit que soit on partait pour courir, pour gagner des courses, et donc utiliser à cet effet de tout ce dont on disposait pour le faire, en oubliant les côtés politiques, soit je partais. Et je n'avais nulle part où aller. De plus, on était en plein milieu de la saison et j'étais en tête du championnat du monde. Mais M. Ferrari était dans une position extrêmement politique. Il était désormais profondément investi avec Fiat. Dragoni faisait lui aussi partie de ces négociations. Et donc à la fin, je suis parti pour finalement retrouver mon vieux coéquipier Roy Salvadori. En fait, je n'ai fait que descendre la ligne des stands pour aller travailler chez Maserati et essayer de faire progresser leur voiture. J'ai donc rejoint Jochen Rindt et l'écurie Cooper pour le reste de la saison. Mais une fois de plus, l'écurie connaissait des problèmes de trésorerie. En réalité, on a fini la saison en remportant le Grand Prix du Mexique, mais en ratant le titre du championnat du monde à cause de quelques problèmes mécaniques impossibles à résoudre. Surtees arriva chez Cooper, un peu comme l'envoyé des dieux. Roy Salvadori avait débuté la saison tout en sachant très bien que le choix de l'Américain Richie Ginter ne pouvait être que temporaire en tant que coéquipier de Jochen Rindt. Salvadori avait même pensé à un certain moment de la saison à reprendre lui-même le volant, allant jusqu'à s'inscrire comme pilote de réserve. Surtees ne fut certes pas aidé par le fabricant de pneus, en contrat chez Cooper, mais l'aide qu'il apporta au team en ce qui concerne le surpoids des monoplaces fut incommensurable. Désormais, la technique et les tactiques de John Surtees étaient aussi importantes pour le team que son talent de pilote. J'ai remplacé le système d'allumage en accord avec les ingénieurs de Maserati. Notre option était de reprendre le système utilisé sur les Ferrari, tout simplement parce que je le connaissais parfaitement et qu'il fonctionnait mieux. Il donnait un peu plus de puissance. Nous avons aussi légèrement modifié les suspensions et nous avons commencé à utiliser les pneumatiques Firestone. Pour nous contrer, Ferrari est reparti à l'atelier et en est revenu avec des modifications qu'il pensait suffisantes. Ils sont arrivés avec un moteur plus puissant de 50 chevaux qui était le nouveau 3 soupapes. Toute la théorie de Dragoni, telle qu'il avait présentée à M. Ferrari et à M. Agnelli,
tenait dans le fait qu'avec un moteur tel que celui qu'il venait de mettre au point, la Scuderia Ferrari pouvait se passer des services d'un top pilote. Lorenzo, qui était vraiment un top pilote, devrait être suffisamment rapide. Une chose est sûre, j'éprouvais le plus grand respect possible pour Lorenzo, un pilote très sous-estimé. Un de ces pilotes que Ferrari mit une fois de plus dans une position impossible. Car Lorenzo ne voulait en aucun cas devenir le pilote numéro 1 chez Ferrari. Je ne suis pas en train de dire que c'est là la raison de son accident. Mais il est venu me voir pour me demander de rester lorsque j'avais décidé de partir en 1966. J'avais une grande affection pour Lorenzo. C'était un excellent pilote et un très bon représentant pour le sport italien. Je ne vais pas ici essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles tout ça est arrivé, et tout particulièrement mes problèmes personnels avec M. Ferrari. C'était quelque chose de très personnel. On a convenu à l'époque de ne jamais en parler et je n'en ai jamais parlé. Si Bandini ne fut jamais impliqué dans toutes ces histoires, Parks, Scarfiotti et Dragoni le furent certainement. Le Grand Prix du Mexique vit l'arrivée de la nouvelle Formule 1 Honda, aux mains de l'Américain Richie Ginter. John était toujours un homme autour duquel on peut construire une écurie. Il l'avait prouvé avec Lola et Ferrari. Mais on ne savait pas si l'intéressé avait pleinement conscience de ses talents de pilote, de motoriste et de chef d'équipe. Peut-être que seul le challenge d'une nouvelle écurie le faisait vibrer. Ainsi, il étonna le monde entier lorsqu'il rejoignit Honda, de la même manière que Damon Hill le fit bien plus tard en partant chez Arrows. Eh bien, je devais décider quoi faire pour la saison 1967. 1966 avait été une cruelle déception pour nous, car on tenait le titre de champion du monde dans nos mains et pour différentes raisons, cela ne s'est pas fait. Jack a mené sa saison très sagement, tout en pilotant bien sûr extrêmement bien, et a remporté le titre. Devais-je rester avec Cooper et Maserati, bien qu'ils ne savaient absolument pas avec quel budget ils allaient courir, ni même s'ils voulaient tout simplement courir à cette époque. Certains parlaient de 750 000 € comme budget, d'autres assuraient qu'avec 75 000 €, on pouvait courir en Formule 1 en étant un peu chanceux. Mais il n'y avait là-dedans rien de sûr. Et je fus approché à Mexico par M. Nakamura, qui me dit qu'il voulait continuer à courir, mais qu'ils avaient eux aussi des problèmes de budget et ne pourraient assurer la présence de 2 monoplaces. Je me suis donc mis à penser à cette option. En effet, j'avais été très déçu en partant de chez Ferrari, car j'avais eu tendance à me croire presque à la maison chez eux. Je pensais rester pour toujours chez Ferrari. Mais quand tout cela s'est écroulé, je fus accueilli chez Honda comme un membre à part entière de l'équipe et de la famille. Je pensais qu'ils allaient bien faire. Ils ont tout gagné en moto et ils ont donc le savoir-faire. C'était une bonne place à prendre. Je suppose que j'ai dû regarder autour de moi en me disant « Quelle est la voiture la plus apte à gagner ?» Voilà une voiture que je dois coûte que coûte avoir à piloter. Au lieu de tout ça, je suis parti chez Honda. Il n'y eut aucun problème, rien du tout. Ils avaient 2 voitures, une avec voie étroite et une avec voie large, avec une différence de moins de 10 cm entre les deux. Et il devint rapidement évident que ça représentait là un certain effort de leur part, car il y avait de vraies restrictions en matière de budget. Je n'étais pas totalement conscient de tout ça.
Monsieur Nakamura m'avait dit qu'il ne pourrait pas aligner deux voitures. Il n'avait de budget que pour un seul pilote en course et un pilote d'essai pour aider à développer la voiture. Et d'ailleurs, pas seulement la voiture, mais plus généralement leur expérience en Grand Prix. Les portes étaient grandes ouvertes et ils prenaient contact avec tous les sous-traitants de la Formule 1, une chose que j'avais déjà fait pour Ferrari. Mais Honda voulait savoir s'il fallait modifier leur moteur. On espérait que Honda allait faire un nouveau moteur, un moteur plus léger et moins encombrant. Mais ils nous ont dit que si on pouvait déjà améliorer avec succès le châssis, alors ils entreprendraient le développement d'un nouveau moteur. Donc l'ingénieur Sinali et son assistant arrivèrent, amenant avec eux Eric Broadley et Tony Southgate. Un châssis de type Indianapolis fut modifié et on a commencé à travailler là-dessus. Une bonne partie des composants étaient fabriqués au Japon et arrivaient par avion. On ne fut prêt que tout juste avant Monza. On monta le moteur, on partit pour Monza et bien entendu, on a gagné la course, mais tout juste. Ça a été une sacrée bagarre et une grosse intox au dernier virage avec Jack Brabham. On a eu de la chance que Jimmy, bien plus rapide que nous, ait rencontré des problèmes mécaniques au dernier moment et me laisse seul avec Jack pour le dernier virage. Heureusement, le coup de volant, certes compétitif, mais toujours agressif de Jack, a joué contre lui en cette occasion. Et il est tombé dans le piège que je lui avais tendu. J'avais à choisir entre plonger à l'intérieur et lui fermer ainsi la porte. Mais je me retrouvais sur un revêtement gras. Ou alors prendre l'extérieur et laisser Jack prendre l'intérieur, là où il se retrouverait avec de l'huile sur la trajectoire. J'espérais qu'il prendrait cette solution et se retrouverait alors en adhérence précaire. Par chance, c'est ce qu'il a fait, car de la sortie de virage jusqu'à la ligne d'arrivée, Jack était virtuellement plus rapide que moi. Donc, s'il s'était retrouvé juste un peu devant moi, il m'aurait déposé avant la ligne d'arrivée. Mais heureusement, l'espace que je lui avais laissé ouvert à l'intérieur fut une bien trop grande tentation pour lui. Je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais été tenté de faire exactement la même chose. Mais en tout cas, c'était là un grand encouragement pour Honda et pour moi-même. On venait de battre Ferrari sur leur propre terre, avec moi au volant. Et je pense que le public italien est devenu comme fou. Ils étaient délirants d'enthousiasme. Cela montre à quel point les Italiens sont impliqués dans la course et à quel point ils aiment les pilotes. Et ça m'a vraiment touché de constater qu'ils me considéraient encore comme un des leurs. Mais les bonnes années en tant que pilote étaient maintenant derrière moi. Et je suppose qu'en 1968, un petit quelque chose de ces années était déjà parti. Pour en revenir à Honda, bien que la voiture soit particulièrement lourde, le moteur, qui était désormais celui avec les barres de torsion à la place des ressorts de soupape, pouvait prendre des tours sans problème. Et bien que ce moteur n'ait pas un excellent couple, si vous aviez les bons rapports de boîte sur un circuit court, il pouvait être très performant. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a démontré en menant sur un circuit comme Monaco. Et ce qui s'est passé est une démonstration supplémentaire de l'inexpérience d'une écurie. Les mécaniciens
ont oublié de remettre la goupille du pignon de marche arrière et le pignon est tombé dans la boîte en la brisant. De la même manière, on menait lors du Grand Prix de Belgique avec une avance confortable. Et cette fois, une pièce est partie comme une bombe. Cette pièce provenait de Grande-Bretagne. Une soudure autour du pivot de suspension arrière avait été mal faite et l'axe du triangle inférieur a lâché. Le nouveau V12 n'était pas encore arrivé. Et ce qui est arrivé, ce fut un châssis doté d'un V8 refroidi par air. Une voiture très légère avec laquelle on passait d'un extrême à l'autre par rapport à la voiture précédente. Je suis parti à Silverstone pour essayer la voiture. Et après seulement 2 tours, le moteur ne tournait déjà plus très bien. Manifestement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Les ingénieurs ont été tout à fait francs avec moi. Ils m'ont dit que ce n'était pas là leur idée et qu'ils pensaient que ça ne marcherait pas. Après quelques essais, j'ai affirmé que l'on perdait notre temps. Une nuit, quelqu'un est venu et la voiture a disparu de notre atelier. On ne l'a revue qu'une fois en France. On s'est soudain aperçu que la voiture était là et allait être pilotée par Schlesser. Et malheureusement, dans cette course, il a eu ce terrible accident et fut tué en pilotant cette voiture. Et je pense qu'après avoir ainsi perdu la face avec cette voiture qui ne marchait absolument pas, plus cet horrible accident, on touchait vraiment le fond. Après les impénétrables japonais, en 1969, John pilota un bref moment pour BRM. Ce fut là une association tout à fait infructueuse. Le moins que l'on puisse dire est qu'ils furent à un moment les meilleurs. À un certain moment, objectivement, ils eurent d'excellentes voitures pendant la période des 1,5 litre et tout marchait bien. Il y avait là des gens très brillants, comme par exemple Peter Wright, que l'on peut créditer, je pense, d'avoir été le premier à avoir mis au point une voiture ou un châssis à effet de sol dans les dernières années. À cette époque, c'était exceptionnel de faire ce genre de choses. La première et la plus importante chose qu'ils ont fait est d'avoir créé cette écurie ensemble, grâce au départ de plusieurs anciennes personnes. S'ils travaillaient réellement ensemble à la mise au point d'une voiture sûre et maniable, ils avaient toutes les chances de remporter de nombreux succès. À l'époque, le V12 était certainement un bon moteur, mais il arrivait un peu tard pour eux. Et le principal problème fut à nouveau la politique et les incessantes querelles qui prirent énormément de place, particulièrement les scènes entre Sir Alfred Owen et Louis Stanley. On était revenu à la case départ. Nous avons donc décidé qu'à l'avenir, pour prendre de meilleures décisions, nous les prendrions nous-mêmes. On n'avait pas un sou, mais on a quand même réussi à fabriquer une Formule 5000 qui a rencontré un certain succès. On a gagné les championnats anglais et américains. Et alors, nous nous sommes dit que le moment était venu de construire une Formule 1. Rob Walker est venu avec nous en nous assurant de son financement à travers Brook Bond. Brook Bond nous a donc donné 15 000 €. C'était là notre budget pour construire une Formule 1. Je l'ai donc construite et je l'ai amenée sur circuit pour la première fois pour le Grand Prix d'Angleterre à Brands Hatch. Et les gens qui nous avaient si vivement critiqués parce que l'on voulait faire trop de choses en même temps n'étaient finalement pas si loin de la vérité. Parce qu'effectivement, j'étais devenu à la fois ingénieur, financier, chasseur de sponsors et encore tout un tas de choses pour l'écurie.
Une très petite écurie en fait, mais les fêtes étaient intangibles. Nous n'avions pas le budget nécessaire, et donc il s'agissait plus d'une histoire d'amour avec l'écurie quand on passait du temps et encore du temps à essayer de construire quelque chose. On avait donc réussi à monter notre petite écurie, mais de temps en temps, je pilotais. Je pense que la dernière fois que j'ai piloté en Grand Prix, ce fut probablement avec notre dernier prototype TS14 aux États-Unis. On a mis au point quelques très bonnes voitures. On devait toutefois produire nos voitures en fonction de nos moyens, à savoir l'argent. Et notre petit atelier situé à Endenbridge, c'est-à-dire nos capacités d'usinage avec les machines dont nous disposions. On a quand même été capable de rentrer dans le top 6. Et au moment même où nous étions très proches de remporter nos premiers Grands Prix, juste au moment où nous étions en mesure d'atteindre les sommets, nous avons eu des soucis avec notre principal sponsor, Barry Olofsson, qui ne nous a jamais payés, ni à cette époque, ni maintenant d'ailleurs. Nous sommes allés jusqu'à l'usine, on a même revu nos exigences à la baisse, et c'est à ce moment que mes problèmes de santé ont ressurgi, ce qui m'a valu une nouvelle hospitalisation à Saint-Thomas. Je fus donc hors course pendant une période de 16 semaines, et après tout ce temps passé à l'hôpital, constatant que nous n'avions plus de sponsor valable, j'ai décidé de tout arrêter, et nous avons tout arrêté. John Surtees, actuellement l'heureux père d'une jeune famille, est toujours d'une franchise absolue en ce qui concerne sa carrière de pilote. Toujours honnête, sans prétention aucune, personne n'a jamais encore égalé son fabuleux exploit d'être champion du monde à la fois sur 2 et 4 roues. Gentleman, John Surtees.